Voilà, quelque chose qui est super intéressant, c'est d'apprendre comment dans Illustrator on peut coloriser ce genre de dessin au trait. Donc, pour arriver sur cette page web, vous tapez dans la barre d'URL du navigateur cette adresse-là. Je viens de vous faire le raccourci, comme ça c'est facile pour la retrouver. Donc voilà, l'image est téléchargeable ici en différentes versions. D'ailleurs, quelle est d'abord euh, la licence? Est-ce que c'est une licence Creative Commons ou est-ce que c'est une licence domaine public ou alors est-ce qu'il faut que je paye pour avoir ça? Donc la licence ici n'est pas indiquée, mais comme c'est Open Clip Art, le nom, on peut imaginer, et il faudrait aller voir sur le site quel est le détail, que c'est open source, donc que c'est une licence Creative Commons. Voilà. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé cette image-là? D'abord, ça peut être intéressant. Je vais aller en arrière dans ma recherche parce que c'est pas toujours évident de savoir que vous avez le droit d'utiliser certaines choses qui sont sur le web et pas d'autres choses. Et bien sûr, à notre époque, et on va tester ça, il y a aussi l'intelligence artificielle, possibilité de générer par intelligence artificielle directement dans Illustrator, et c'est pas mal du tout aussi, mais bon. Voilà, donc ici, je cherchais un dessin de vieille voiture, voilà, Vintage Car Drawing, et j'ai recherché les images, je suis dans la partie images de Google, et j'ai précisé avec les outils que je voulais ici une licence Creative Commons, voilà. Donc, ça veut dire que je peux normalement utiliser le dessin. Est-ce que je peux le modifier? Ça dépend de la licence. Est-ce que je suis obligé de citer l'auteur? Ça dépend de la licence. Voilà, vous connaissez. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé cette image-là. Je suis allé finalement, en l'ayant trouvé là, voilà, je suis allé sur le site et c'est l'adresse que je vous ai donnée. Je vous ai donné un lien direct que j'ai fabriqué avec Bitly, le raccourcisseur d'URL. Ici, l'image est disponible en pixel version PNG, donc version PNG, c'est du bitmap, donc ça veut dire du pixel, du PNG, c'est le format, ça se prononce ping en anglais. Elle est disponible en plus ou moins précis, mais elle est disponible aussi en vectoriel directement. Et ça, c'est intéressant. Donc, quand vous recherchez quelque chose sur le web, ça peut être intéressant de rechercher, et là, je vais retourner dans une recherche Google, de préciser que vous recherchez du SVG. Si je recherche des capybaras, parce que je les trouve délicieux, ils sont tellement juteux, voilà des images de capybaras. Bien sûr, si je tape ici SVG, je vais peut-être avoir des chances de trouver des dessins. Oui, c'est ça, capybara, vector, SVG. C'est du vectoriel directement. On ne va pas en dire plus ici. OK, donc, on en est là. Vous avez l'explication pour la recherche de l'image. SVG Vector, cliquez là-dessus. Voilà, elle s'affiche là. Ben, c'est ce que je cherchais à vous montrer justement, c'est l'image qui s'affiche dans le navigateur. Donc, dans ce cas-là, on fait un clic droit et enregistrer sous, et ça devrait enregistrer l'image. Voyons un peu ça. Oui, c'est le format SVG qui va être enregistré. Voilà, je l'enregistre dans le dossier de cet après-midi, donc jour 2 après-midi. Donc, si tu fais clic droit, c'est enregistrer la page, etc. Mais tu n'es pas dans Firefox, sans doute. Tu es dans quel navigateur? Dans Safari. Donc, d'un navigateur à l'autre, ça peut changer. Je vais aller dans Safari pour voir comment ça se passe dans Safari. Puisque tu en parles, Safari ici, voilà. Voilà. Donc, je suis dans Safari. Et en effet, si on fait un clic droit, pas ça. Si on fait un clic droit, il n'y a pas enregistrer l'image. Donc, dans ce cas-là, il faut faire fichier, enregistrer sous dans Safari. Ben oui, d'un navigateur à l'autre, ça peut changer. Fichier enregistré sous et comme prévu, ça marche, ça propose le SVG. Voilà. Donc,
Je vous ai enduit dans l'erreur parce que, en effet, d'un navigateur à l'autre, ça n'est pas nécessairement le même chemin. Donc sur Chrome, ça va pas. On va voir, je vais lancer Chrome. Mais vraiment, d'un navigateur à l'autre, ça change, il faut s'adapter, il faut trouver. Tu as réussi quand même à afficher l'image, en grand comme ça. Donc un clic droit, enregistrer sous, ça marche pas? Ah, ça marche en SVG, voilà. Ça ça enregistre en PNG? Tu as bien cliqué sur le mot download SVG? Ah ben oui, il faut quand on est là, il faut absolument cliquer sur le bouton vert, oui, oui. Voilà, le bouton vert ici, SVG Vector et c'est là qu'il affiche l'image en grand. Ah. Ah oui, parce que tu essayais d'enregistrer cette image-là qu'on voit à gauche, là? Ah ben non, justement, ça, c'est certainement, oui, il fait clic droit, enregistrer une image sous et c'est du PNG, en effet, oui. Voilà. Donc voilà, ce serait bête, puisque c'est disponible en vectoriel, de la télécharger en PNG et de la vectoriser. Ça marcherait, hein, mais et alors, cette image-là, si je devais la vectoriser, si je ne l'avais pas en vectoriel, si je l'avais uniquement en PNG, si je devais la vectoriser, bien sûr, je ferais une vectorisation, fond, pas une vectorisation contour, parce qu'ici, on a des contours qui sont expressifs avec des pleins et des déliés, des épaisseurs différentes. J'ai pas envie que ça soit transformé en ligne, sauf si je veux remettre des formes, des brushes à moi dessus, mais non, ici, le but, c'est de garder cet aspect, BD avec, tous ces traits et on va parler de la colorisation. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, vous avez le SVG qui est dans votre dossier. Là. On va tenter d'ouvrir directement dans Illustrator en l'amenant sur l'icône de Illustrator. Et voilà. Est-ce que c'est des vecteurs, commande Y? Oui, c'est des vecteurs. Il n'y a pas de problème. Le plan de travail, je vais peut-être l'agrandir quand même parce qu'il colle à l'illustration, c'est désagréable. Voilà. Donc avec l'outil plan de travail, je prends une poignée, je prends l'autre, voilà. On peut aussi enfoncer la touche Alt et alors ça agrandit dans tous les sens, hein, évidemment. Vous connaissez. Donc ça va être peinture dynamique. J'enregistre le fichier Illustrator. Tant que j'y suis, je vais donc changer le format du fichier. Adobe Illustrator. Je vais continuer en Adobe Illustrator. Je ne vais pas continuer en SVG. Donc je vais appeler ça peinture dynamique -01 puisque je vais enregistrer plusieurs fois. Donc dynamique, ça veut dire modifiable. Dans le contexte de l'infographie, dynamique, c'est quelque chose qu'on peut modifier. Ah, tu vois maintenant, tu connais. Donc le SVG, c'est un format qui est utilisé sur le web notamment, hein, pour les applications mobiles, pour les sites web. Ça permet de faire des icônes, des illustrations qui se redimensionnent sans perdre de qualité parce que c'est vectoriel, c'est des descriptions mathématiques de forme, c'est pas des pixels. Donc ça, à la volée, ça transforme en pixels pour l'afficher sur l'écran, bien sûr, mais derrière, dans l'application, c'est des formats SVG. Voilà l'utilité du format SVG, Scalable Vector Graphics, donc des graphiques vectoriels redimensionnables. Alors, voyons un peu dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques pour cette image? Certainement un groupe, je ne sais pas, on va voir.
une couche avec, voilà, tous les tracés sont là-dedans, visiblement. Oui, sont tous là. Sur le même niveau. OK. Amusant ça. On va pas essayer de les séparer, ils sont tous sur le même niveau. C'est ce qu'on appelle un tracé transparent ou un compound path, un tracé composite. Peu importe, ça devrait fonctionner. Peu importe comment ça se présente dans la palette des calques, votre dessin, des tracés séparés qu'on voit séparément dans la palette des calques ou dans ce cas-ci, un tracé, plusieurs tracés au même niveau, ça va fonctionner. Alors, en fait, j'ai jamais essayé la peinture dynamique sur cette image. Je vais essayer de vous trouver une image qui est pas trop, qui est quand même assez intéressante, relativement, et on va voir ce que ça va donner. Donc, vous sélectionnez avec la flèche noire et vous allez demander objet, peinture dynamique, créer. Objet, peinture dynamique, créer. Donc, on a ce qu'on appelle un groupe de peinture dynamique et à l'intérieur, c'est les tracés. Voilà. Ah bah tiens, il les a séparés là, du coup. À l'intérieur, il les a séparés. Le processus les a mis sur plein de niveaux différents. Voilà, voilà. Et alors, on va aller chercher les outils qui permettent de manipuler la peinture dynamique. Donc, vous avez ici un outil qui s'appelle le concepteur de forme. On ne va pas l'utiliser, c'est les deux autres outils qui nous intéressent. Enfin, c'est en fait seulement le dernier, l'outil de sélection de peinture dynamique qui nous intéresse. Donc, vous allez à cet endroit-là et on va détacher éventuellement. Voilà. Et on active le dernier outil, outil de sélection de peinture dynamique. Et voilà, quand on survole, on voit qu'il arrive à repérer les différentes parties. Alors c'est facile ici, le tracé est quand même assez bien fermé. Il y a des tracés ouverts, mais la plupart des tracés sont fermés. C'est un dessin un peu à l'ancienne avec beaucoup de tracés fermés. Et donc ça marche super bien. OK. Donc la peinture dynamique, ça a été mis au point par Adobe pour arriver à coloriser des formes qui sont créées pas de manière conventionnelle dans Illustrator. Pas de manière conventionnelle, c'est-à-dire que c'est quoi une forme qui n'est pas créée de manière conventionnelle? Ben, je vous montre d'abord une forme, ne le faites pas, je vous montre juste ici, une forme qui serait créée de manière conventionnelle, c'est une forme dans Illustrator, une forme qui est fermée, voilà, ou qui est presque fermée. Tout ça, ça ne pose pas de problème pour Illustrator si j'essaye de mettre des choses dedans, des couleurs. Ah oui, forcément, il n'y a pas de couleurs, c'est pas grave. Je vais aller les chercher en bas à gauche du nuancier, parce qu'en fait, les nuanciers, ils sont là. Nuancier par défaut, RVB, voilà. OK. Voilà. Donc, ce genre de forme, il n'y a aucun problème pour les coloriser. Qu'elles soient ouvertes ou fermées, ça fonctionne. Par contre, si la forme est faite un peu n'importe comment, par exemple comme ça, voilà, on va dire comme ça, voilà, en deux parties, vous voyez? Ça ressemble très fort à ce que j'avais là, sauf que c'est en deux parties. Et donc, si on essaye de coloriser, ça fait des choses bizarres. Ça marche pas, c'est la cata. Oui, parce que ça fonctionne comme ça, voilà. Et donc, à la demande des utilisateurs Illustrator, Adobe a mis en place le système de peinture dynamique qui permet de coloriser facilement des dessins qui ont été faits avec plein de traits
qui ne sont pas nécessairement techniquement fermés. Ils sont indépendants. Visuellement, on a l'impression qu'ils sont fermés, mais en fait, ils sont indépendants. Donc, voilà l'histoire. OK. Donc, ça, je vais mettre de côté. Et donc, avec votre outil de peinture dynamique, vous allez pouvoir sélectionner une forme en cliquant. Elle apparaît avec des petits points, là, le grillage, et vous appliquez la couleur que vous voulez sur le fond. Voilà, case de fond, vous appliquez la couleur que vous voulez. Voilà. Après, on peut aussi faire clic et majuscule clic pour sélectionner deux zones. Clic, majuscule clic, et vous appliquez une couleur ou l'autre. Voilà. Donc, ça peut être assez rapide quand même à faire. C'est le principe, la peinture dynamique. Et donc, c'était l'outil sélection pattern. Alors, si vous double-cliquez sur l'outil de sélection de peinture dynamique, vous voyez qu'actuellement, il est capable de sélectionner des fonds et des contours. Donc, peut-être que ça ne vous arrange pas ou peut-être que ça vous arrange qu'il puisse sélectionner aussi des contours comme ceci, par exemple. Voilà, ça, c'est des contours et je pourrais changer la couleur du contour, aller mettre des couleurs sur les contours. Si ça vous ennuie qu'il puisse sélectionner les contours, bien sûr, vous double-cliquez sur l'outil de peinture dynamique et vous décochez contour. Comme ça, pas d'erreur, vous ne pourrez modifier que des fonds. Par exemple, dans... Alors, je me rends compte que je vous ai montré quand même rapidement comment on obtient le nuancier RVB de base. Vous avez réussi à le trouver? En bas à droite, à gauche du nuancier qui était vide, là, le nuancier du document, et puis aller chercher nuancier. Vous avez tout trouvé. Nuancier de base, nuancier par défaut, RVB de base. Voilà. Alors oui, en effet, il y a des problèmes, notamment le pare-choc, à cause des trous ici. Donc, vous allez parfois entendre le conseil des gens qui vont vous dire, si vous voulez faire de la peinture dynamique sur votre dessin, il faut bien fermer les formes. C'est un conseil foireux, parce que ça veut dire que on va obtenir un dessin moins intéressant. Avec des formes fermées, c'est moins intéressant. On a le droit de faire des dessins avec des formes ouvertes, comme le chien qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, le chien de tout à l'heure, il était avec des formes ouvertes au départ, et c'est pas mal du tout, quoi. Voilà. Donc, il y a d'autres solutions pour y arriver. Si ça vous ennuie que là, on ne puisse pas différencier la couleur du pare-choc et la couleur des roues. Alors, première solution, dans la palette des calques, je sélectionne l'objet peinture dynamique. Donc, le mot peinture dynamique ici, je sélectionne avec la cible. Oui, puisque vous savez que dans Illustrator, on ne sélectionne pas les choses en cliquant comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Ça, ce n'est pas une sélection d'objets. La sélection des objets dans Illustrator, elle se fait par les cibles ici. Donc, petit rappel, quoi. Voilà, donc je sélectionne bien l'objet peinture dynamique. Ben oui, parce que je pourrais, par exemple, avoir cet objet-là sélectionné. Il est quelque part là au-dessus. Voilà, il est là au-dessus. Ouais, il est sélectionné, cet objet foireux. Et puis, je me dis, tiens, je vais sélectionner la peinture dynamique, je fais ça. Ben non, elle n'est pas sélectionnée, c'est toujours l'objet foireux du dessus qui est sélectionné, là. Donc, pour vraiment sélectionner la peinture dynamique, c'est la cible ici, voilà. Et ensuite, on peut tenter quelque chose. Il y a deux méthodes pour améliorer les choses au niveau ici du pare-choc quand on a des trous comme ça. La gestion des espaces. Alors, on va aller dans Objet,
peinture dynamique, option d'espace. Objet peinture dynamique, option d'espace. Et actuellement, il est réglé pour considérer que les formes sont fermées s'il y a des petits trous. Mais je peux tenter de lui dire, tiens, quand il y a des grands trous, tu considères quand même que c'est une forme fermée. On va tenter, hein, si on met grand espace ici, à la place de petit espace. OK. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'outil de peinture dynamique? Ah, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Donc, ouais, il ne veut toujours pas considérer que c'est une seule forme. Je peux tenter de refaire, mais je vais tester ici, sinon on fera l'autre méthode, hein. Je teste ici, donc la peinture dynamique est toujours sélectionnée. Objet, peinture dynamique, option d'espace. Je vais lui dire espace personnalisé, parce que grand espace, c'est 4,2 mm. Hein. Je vais lui dire décalage personnalisé. Ça, vous n'êtes même pas obligé d'essayer. Je vais indiquer 15, par exemple, 15 mm. OK. Et là, il ne veut toujours pas. Ça ne marche pas comme ça devrait. C'est pas grave, on va faire l'autre méthode. Alors, l'autre méthode, elle consiste à faire ceci. D'abord, avant de faire ça, on va peut-être enregistrer pour ne pas perdre ce qu'on a fait. Donc, l'autre méthode, dont j'espère qu'elle va fonctionner, consiste à prendre le crayon, à faire un trait pour fermer. Voilà. Je vais lui donner une couleur de contour à ce trait et une épaisseur. Alors, la couleur, je vais la faire très différente du reste, parce que de toute façon, à la fin, ça va disparaître. Je vais la mettre en orangé ici. Ça ne va pas apparaître, ces traits. Ils sont juste là pour indiquer là où les formes se bouchent. OK. Ça va jusque-là? Vous avez le trait de crayon qui a bouché le trou au bout du pare-choc ici. Et alors, je vais déplacer ceci dans... Et là, je le prends par la vignette. Oui, c'est un des rares cas où, quand on manipule les objets, quand on les manipule leur empilement, quand on veut les mettre dans des groupes, etc., on les prend comme ça, évidemment. Donc, je prends le tracé orangé, je le déplace dans la peinture dynamique. Voyons maintenant ce que ça dit, le pare-choc. Eh bien, ça fonctionne. Le pare-choc est maintenant sélectionnable et la couleur peut être modifiée de manière indépendante du reste. D'accord? Et je vous rappelle que ce trait orange disparaîtra après. Il est juste là pour boucher. Je vais vous remontrer avec le capot ici, parce que je voulais mettre la même couleur que j'avais mise ici. Allez, bon, je vais faire comme ça. Ça va être plus clair. Voilà, je vais mettre j'ai du rose sur la partie là du capot. Je vais mettre du rose ici. Comment faire? Ben, je suis obligé au crayon d'aller modifier la forme du capot. Enfin, dessiner la forme du capot, voilà, comme ça par exemple. Voilà, au crayon en orangé. Voilà. OK, ça a été fait vite, hein. Et puis avec la peinture dynamique, du coup, ah mais attendez, il faut d'abord le déplacer, le trait. Le trait que je viens de faire là sur le capot, il faut le déplacer dans l'objet peinture dynamique pour qu'il soit pris en compte par la peinture dynamique. Avec l'outil de sélection de peinture dynamique, je arrive à sélectionner cette partie-là et à lui mettre la couleur que je veux. Voilà. En gros, voilà, vous avez la méthode.
C'est le trait, on le fait déjà dans le calque de la peinture neuve. Moi, je Oui, le trait aurait pu être fait avant de transformer en peinture dynamique, oui. ah non, mais tu verras. Donc, tu dis que tu as fait le trait directement dans la peinture dynamique, mais tu as dû la faire passer en mode isolation pour arriver à faire ça. Je fais le crayon, je fais la faire Et tu as fait comme ça, il a mis directement dedans, au crayon? à faire ce qu'on là de hasard. Euh, hmm, oui, c'est possible que ça ait fonctionné. Voilà. En sélectionnant comme ça, et tu as pris au crayon et tu as, voilà, par exemple. Ah, oui, c'est possible qu'il soit dedans, mais après, pour modifier sa couleur, ouais, c'est un peu compliqué. Il faudrait en tout cas que le crayon ne soit pas avec l'option modifier les tracés sélectionnés, sinon il risque de modifier les tracés qui sont à l'intérieur de la peinture dynamique. Bon, moi, je sais pas. Oui, les deux méthodes sont possibles. Voilà. Mais ça n'a pas l'air de marcher de mettre le crayon directement dans la peinture dynamique. Je sais pas comment tu as réussi. Mais ça aide les cheveux. Ouais, ils se mettent chaque fois au-dessus. Oui, sans passer en mode isolation, je vois pas comment mettre directement le crayon. Par contre, si je vais mettre directement le crayon dans la peinture dynamique, je sélectionnerai donc les vecteurs de la peinture dynamique. Je ferai un clic droit, isoler le groupe sélectionné. Je passe donc en mode isolation et tout ce que je fais va forcément tomber dans le groupe. Ouais, quoique, isoler le groupe sélectionné, même pas certain. Même pas certain que ça va le faire. Non, ça ne met, je sais pas comment tu as fait, mais chez moi, ça ne met pas le trait dans la peinture dynamique directement. Ok, ben, il suffit de déplacer après, voilà. On fait les traits bouche-trou et on les déplace après dans la peinture dynamique. Ok. Bon, vous n'êtes bien sûr pas obligé de tout terminer. En ce qui concerne les paysages là derrière, là, c'est pas évident. Ah, je ne les ferai pas à la peinture dynamique, les paysages. Ce que je ferai pour les paysages, en imaginant, c'est quoi? C'est des falaises ou quoi? C'est quoi? C'est des arbres et des falaises, des montagnes, peut-être, hein? Je ne sais pas. Ce que je ferai pour les paysages à l'arrière, c'est au crayon, par exemple, aller dessiner la forme comme ça. Voilà. Aller mettre à une couleur. Ça peut être un dégradé aussi. Donc, je peux aller chercher les dégradés de couleurs aussi. En bas à gauche du nuancier dégradé. Et voilà, je vais aller chercher des dégradés. Et comme couleur de fond, je mets un dégradé. Et voilà. Et avec l'outil dégradé, je trace le dégradé dans le sens que je veux. OK, vous pouvez essayer si vous voulez. Et alors, cette forme, je la ferai passer dans la palette des calques sous les traits. Voilà, là. Comme ça dessine. OK, je vais faire la même chose pour les arbres, puisqu'on suppose que c'est des arbres. Voilà. OK. Voilà une forme à laquelle je mets en couleur de fond un dégradé. J'imagine que faire les dégradés, vous voyez comment on les fait? Non? Outil dégradé, je trace dans le sens où ça doit aller. Cette forme, je la déplace dans la palette des calques sous les traits, et voilà.
Donc voilà, on ne fait pas nécessairement tout à la peinture dynamique. On a des formes qui étaient très ouvertes là pour l'arrière, pour le décor. Donc d'autres méthodes existent. Tu ne peux pas déclarer. Ok, alors ici au crayon, je vais dessiner en orangé. Où est mon nuancier? Ok. Mon nuancier RVB de base, je l'ai perdu. C'est malin. Voilà. Ok, par exemple, je vais continuer ici, comme ça. On est d'accord? Et sur la partie du dessus de la voiture ici, je vais faire un dégradé. Bon, il faut que je ferme ici peut-être aussi, parce qu'il y a un trou sous le bras. Voilà. C'est peut-être un peu épais ça. Voilà. On va dire c'est bon comme ça. Ici, je vais fermer aussi. Voilà. Ok, donc outil de peinture dynamique me permettrait normalement, mais non, parce que j'ai oublié de glisser les choses que je viens de faire dans la peinture dynamique, c'est malin. Clic, majuscule, clic. Je les glisse tous les trois dans l'objet peinture dynamique. Et donc, je disais, avec l'outil de sélection de peinture dynamique, j'arrive à sélectionner le dessus de la carrosserie comme ça. Voilà, par exemple, là, voilà. Et là, je vais mettre un dégradé. Ok, alors les dégradés. En bas à gauche du nuancier, donc on a dégradé. Jusque-là, ça va? Yeah. Ça, vous arrivez à faire? Je vous laisse un peu de temps pour le faire, hein. Voilà un dégradé. Et avec l'outil dégradé, on n'arrive pas à le modifier. Ah ben oui, quand on est en peinture dynamique, on arrive à appliquer un dégradé dans une forme, sur le fond, mais on n'arrivera pas à le repositionner. Pour ça, il faudra, par la suite, il faudra décomposer la peinture dynamique, c'est-à-dire la finaliser, et on pourra aller plus loin à ce moment-là, au niveau des dégradés. OK? Donc ça répond peut-être à ta question, parce que tu t'es demandé comment, on manipule le dégradé une fois qu'on l'a mis. Eh ben, il va falloir, vraiment attendre, en fait. Tu sais. Allez-y, testez, mettez un dégradé sur n'importe quelle partie de la voiture. Quitte à redessiner comme j'ai fait pour cloisonner. Et alors, ça va être la même chose pour les motifs. Bon, ici, par exemple, si je sélectionne une forme majuscule, je sélectionne celle-là aussi, peut-être celle-là aussi, voilà. Si j'essaye de mettre sur le fond un motif, eh bien, ça, je pourrais le mettre, mais je ne pourrais pas le manipuler. C'est après qu'on pourra le manipuler, quand on aura décomposé la peinture dynamique. Donc, en bas à gauche du nuancier, vous avez quelques motifs misérables fournis par Illustrator. Donc, en bas à gauche du nuancier, motifs décoratifs, héritage décoratif, par exemple. Les voilà. Et donc, vous pouvez tester l'application de motifs. Alors, si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, soit parce que vous avez ce grillage de sélection qui passe par-dessus, on ne voit pas vraiment ce que ça donne. Donc, deux solutions, soit affichage
masquer le contour de sélection. Donc, c'est toujours sélectionné, mais on voit mieux ce qu'on fait. Affichage, je le réaffiche, afficher le contour de sélection. Ou alors, vous avez l'autre méthode, les deux fenêtres, exactement. Touche F ici pour passer en fenêtre flottante. Je dois fermer les autres images qui n'ont rien à voir. Ce sera mieux. Je n'ai plus qu'une seule image ouverte. Ah non, j'en ai même encore deux. Voilà, OK. Voilà. Dans le bas du menu fenêtre, je n'ai plus qu'une seule image, c'est bien. Donc, l'idée, c'était fenêtre, nouvelle fenêtre, détacher l'onglet, fenêtre, disposition mosaïque. Une des deux fenêtres, on a affichage, masquer le contour de sélection, c'est sur la droite. La fenêtre de gauche, quand on sélectionne, on voit que ça sélectionne. Donc, vous voyez l'idée, c'est de bien voir les couleurs. Ouais. Bon, il y a très peu de motifs qui sont livrés avec. Et vous avez les motifs Vonster ici, qui existent depuis la version 8 de Illustrator et qui... Voilà, les motifs Vonster qui sont très connus depuis la version 8. On les a vus à beaucoup d'endroits, en fait, dans plein d'illustrations. Et en fait, ils ont été inventés par von Glischka. Von Glischka, vous le retrouvez notamment sur LinkedIn, Glischka Studio. Donc moi, je vous incite et je peux vous refiler une liste de gens intéressants sur LinkedIn. Je vous incite vraiment à faire de la veille graphique et technologique avec ce genre de personnages intéressants. Von Glischka, c'est lui qui a inventé les motifs Vonster qu'on retrouve là dans Illustrator depuis des années et des années. Alors, qu'est-ce qu'il a mis comme post? Parce qu'il poste des choses intéressantes, évidemment. Activité, post, voilà, montrer tous les posts. Oh non. Voilà. Ah tiens, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces packaging? Des choses qui ressemblent au motif qu'il a fait pour Illustrator. Hein. Il aime bien les spirales. Hein. Voilà. Bon, vous voyez, c'est intéressant. Alors, concernant les motifs Illustrator, il y en a plein disponibles gratuitement sur le web. Download Illustrator Pattern. En plus de ce que Adobe propose dans Adobe Stock, gratuit ou payant, vous avez plein de choses donc, sur le web, des motifs. Voilà. 225 motifs gratuits pour Illustrator. 70 000 motifs pour Illustrator. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, si je passe à la partie images, voilà, je vois tous les motifs Illustrator disponibles, téléchargeables. Et bien sûr, l'idéal, c'est de chercher des choses précises, en fait. Hein. Voilà, des vagues, par exemple, c'est au hasard. Voilà des motifs de vagues, plein de motifs de vagues, au raccord, bien sûr, les motifs, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur des surfaces infinies, on ne voit pas là où ça se répète. C'est des motifs seamless, donc sans raccord visible. Logique, hein. Et on peut en faire soi-même dans Illustrator, bien sûr, des motifs seamless. Voilà. Vous imprimez avec le papier peint?
S'ils sont open source gratuits, vous pouvez en faire du papier peint. Et qu'on obtient. Ah oui, bien sûr, oui, mais il y a plein de gens qui vendent d'ailleurs leurs propres motifs qu'ils font sur Etsy, et cetera. Ils vendent leurs motifs pour faire des rideaux, et cetera, hein, oui. Oui, voilà. Donc on précise vraiment ce qu'on veut. Il y en a tellement. Voilà. Et ben voilà des motifs de vagues japonaises, c'est ce que j'ai demandé. Je peux préciser encore plus. Vous voyez, il y a tellement de motifs qu'on peut encore plus préciser. Voilà, j'ai indiqué que je veux du géométrique et voilà, il me met des vagues japonaises géométriques. Si c'est pas précis, ça. OK. Peut-être. La plus sur vidéo, on peut coloriser. On va. Ah, mais bien sûr qu'on peut les recoloriser comme on a fait. Pardon? Non, Une fois qu'ils sont utilisés dans un document Illustrator, on peut les recoloriser, comme on a fait pour les brushes de motifs. On peut amener un motif sur le plan de travail, changer les couleurs, le réimporter dans la palette nuancier en tant que motif, et on a son nouveau motif avec ses nouvelles couleurs. On peut même ajouter des éléments dans le motif. Si je veux ajouter des spirales, des capybaras, n'importe quoi, voilà. Donc, ils sont modifiables. Ah oui. OK, la fenêtre de droite, là, je vais la fermer et ne plus garder qu'une seule fenêtre, c'est bien. Donc peinture dynamique, très bien. J'enregistre le fichier parce que je vais garder une version des fichiers avec la peinture dynamique, modifiable. Et maintenant, je vais la finaliser. Voilà. La rendre, utilisable, avec les outils normaux de Illustrator. Donc actuellement, il s'agit bien d'une peinture dynamique. Voilà, elle est sélectionnée. Et on va dans Objet, peinture dynamique, décomposer. Objet, peinture dynamique, décomposer. Et à la place du mot peinture dynamique, vous avez maintenant groupe. Et dans le groupe, il y a plein de choses, plein de formes. Objet, peinture dynamique, décomposer. Normalement, visuellement, on ne voit pas de différence. Il y a juste que, bien sûr, l'outil sélecteur de peinture dynamique ne fonctionnera plus puisqu'il ne s'agit plus d'une peinture dynamique. Alors, à côté, vous avez l'outil pot de peinture dynamique. Nous, on a utilisé une autre méthode. On a sélectionné, puis on a cliqué dans le nuancier sur les couleurs et les motifs, les dégradés qu'on voulait mettre. On n'a pas utilisé ceci, mais quand on fait de la bande dessinée, de la colorisation avec peu de couleurs, le pot de peinture dynamique peut être intéressant. On a sa petite gamme de 5, 6, 8 couleurs, les tons chers, les couleurs des vêtements, tout ça. Mais en dehors de ça, en dehors de travailler avec une gamme restreinte, souvent la même, le pot de peinture dynamique n'a pas grand intérêt. Le concepteur de forme n'a rien à voir. Il est utile pour faire des logos. C'est à la mode depuis 2 ans à peu près, des logos grâce au concepteur de forme. Mais il n'a rien à voir, mais il se trouve avec les 2 autres là, voilà. Voilà, je vous montre, ce qu'on peut faire avec l'outil concepteur de forme, comme ça vous êtes au courant. Donc en anglais, il s'appelle le Shape Builder, outil concepteur de forme. Donc dans Illustrator, il s'agit bien de cet outil-là. Alors, vous aviez à côté du crayon un outil qui s'appelle le Shaper. Ne le confondez pas, ce n'est pas la même chose. Le Shaper, lui, il est bêtement là pour vous permettre de dessiner vaguement des formes et puis il les transforme en vraies formes. Pourquoi pas? Mais ça n'est pas du tout la même logique que donc le Shaper,
n'est pas du tout la même logique que l'outil concepteur de forme, qui est où d'ailleurs? Ah mince, je l'ai perdu là maintenant. Il faut que je retrouve, voilà, c'est celui-là, oui. Concepteur de forme. Voilà, concepteur de forme. Donc l'idée, c'est de faire des logos en croisant des lignes, des grilles, et vous avez énormément de tutos sur YouTube sur la création de logos par concepteur de forme. Vous voyez, on croise des lignes et puis on remplit les intersections. Ça peut être bien. Moi, j'aime pas trop ce genre de logo. Je trouve que ça fait un peu centrale nucléaire. Mais voilà, c'est pas assez organique à mon goût, mais pourquoi pas. Comme ça, vous êtes au courant, le concepteur de forme. Donc, c'est un peu le petit cousin, pour ceux qui connaissent, du Pathfinder. Le Pathfinder qui permet de réunir des formes, sauf que le concepteur de forme, c'est un outil où on agit vraiment directement sur la grille avec l'outil et on remplit les formes un peu comme quand on fait du remplissage voilà, au crayon. C'est un peu l'idée. Vous aviez déjà vu ce genre de choses? Non? Ce genre d'outil, non? Oui, non, là, c'est vraiment une approche du logo qui est à la mode depuis 2 ans à peu près. Depuis que Adobe a mis au point cet outil et qu'il il est devenu connu. Voilà. Bon, sur les logos, il y a énormément à dire. Mais on n'a pas trop le temps ici. Et donc, voilà, j'étais en train de vous dire que maintenant qu'on a décomposé la peinture dynamique par menu objet décomposé peinture dynamique, l'outil peinture dynamique, évidemment, n'est plus accessible. Et ce qui m'a amené à vous parler du pot de peinture dynamique pour quand on travaille avec des gammes restreintes, bande dessinée par exemple, et le concepteur de forme qui n'a rien à voir, mais vous avez vu ce qu'il permet de faire. Et donc voilà, on va continuer ici. Maintenant que la peinture dynamique est décomposée, on va pouvoir manipuler les dégradés et les motifs. Bon, étant donné que j'ai affaire à un groupe, je vais devoir utiliser, pour sélectionner une forme ou l'autre, je vais devoir utiliser la flèche blanche plus. Donc, flèche blanche plus, je sélectionne par exemple cette forme qui contient mon dégradé. Dans la palette des outils, je vois que c'est bien un fond en dégradé, parfait. Et maintenant, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure quand j'étais en peinture dynamique. Avec l'outil dégradé, là, je vais pouvoir tracer dans un sens ou l'autre. Voilà. Alors, cette barre qui apparaît, si elle vous gêne, c'est menu affichage, masquer l'annotateur de dégradé de couleur. Et voilà, elle n'est plus là. Ouais. Alors, il y a aussi des traits qui ne nous servent plus. Avec la flèche blanche plus, je clique à côté de l'illustration et puis je vais pouvoir venir cliquer sur les traits là, touche suppression. C'était juste pour redéfinir les formes, mais les bouches-trous là. Voilà. Chaque fois, je clique avec la flèche blanche plus et touche delete, la touche suppression sur le clavier. Voilà, je pense que j'en avais pas mis plus. C'est bon. Les motifs, vous en avez? Voilà. Donc ici, je vais montrer la méthode qui, dans ce cas-ci, ne va pas être vraiment très utile parce qu'on n'a pas à faire une illustration très complexe. Mais je vais montrer la méthode qui permet de sélectionner d'un coup plusieurs formes qui contiennent le même fond ou le même motif. Par exemple, ici, je sélectionne cette forme-là avec la flèche blanche plus. Si on fait sélection identique couleur de fond, ça va sélectionner les deux autres pneus. Voilà. Et avec ça, je pourrais manipuler, par exemple, mettre un autre motif facilement en allant dans le nuancier
tester un autre motif. Voilà ce que je pourrais faire, ou mettre une couleur unie ou un dégradé. Voilà, ce sont des choses qui peuvent être faites. OK. Bon, je vais remettre le motif que j'avais choisi. Bien. Donc ça fonctionne pour tout. Pour les couleurs, pour les dégradés, on peut sélectionner une forme et demander sélection identique. Couleur de fond, couleur de contour, ou etc. Même opacité, même épaisseur de contour, même style graphique, etc. Vous voyez? C'est super pratique. J'ai des gens qui ont pleuré quand ils ont vu ça. Parce que quand ils devaient sélectionner sur une illustration 50 formes qui ont le même fond, ils le faisaient manuellement avec la touche majuscule. Alors qu'il y a une option qui le permet de le faire. Et vous m'avez parlé tout à l'heure de la baguette magique, oui, que je n'ai jamais utilisée en fait, parce que ça doit faire à mon avis la même chose. Oui, alors si je double-clique sur la baguette magique pour avoir ces options, on a, oui, couleur de fond, c'est ça. Ah oui, avec une tolérance, on peut avoir des différences de couleurs apparemment. Donc voilà. Mais moi j'utilise l'ancienne méthode, sélection identique, etc. Pourquoi pas? Mais baguette magique, voilà, je dis pas non, hein. OK, donc le motif. Voyons un peu ça. Si je sélectionne, le motif, dans un des objets, flèche blanche plus, je sélectionne un des objets. Je veux modifier la dimension du motif. Vous avez ici cet outil, qui est un ancien outil qui date d'avant l'apparition de l'outil transformation manuelle. C'est l'outil mise à échelle. Si vous double-cliquez sur lui, il y a une boîte qui apparaît. Et dans cette boîte, vous avez la possibilité de dire que vous transformez le motif, mais pas l'objet. Transformation de motif uniquement, pas transformation de l'objet. Vous avez la case aperçue, Oui. elle est cochée. Vous tapez ici un pourcentage, par exemple, je vais taper 50, et puis touche tabulation sur le clavier, et ça ne marche pas. Super. Je savais que ça ne marche pas. Chez vous, chez certaines parmi vous, ça doit fonctionner, non? OK, ça ne marche pas, on va voir pourquoi. En principe, ça aurait dû redimensionner le motif. OK, je vais aller voir quand je sélectionne cet objet avec la flèche blanche plus dans la palette aspect déjà, est-ce que le problème viendrait de là? Dans la palette aspect, je vais peut-être préciser que je travaille sur le fond et on va voir quand je double-clique sur cet outil mise à échelle. OK, là ça marche. Bon, voilà. Je tape 50, je tape 25, touche tabulation, etc. Voilà. Ou je tape 300, touche tabulation. Donc, je vous explique ce que j'ai fait pour que ça fonctionne. Avec la flèche blanche plus, en sélectionnant l'objet, je suis ensuite allé dans la palette aspect, menu fenêtre, aspect, et j'ai précisé que je travaille sur le fond. Et là, quand j'ai double-cliqué, ça a fonctionné finalement. Amusant. Oui. Il y a un autre endroit où on peut régler le problème, c'est dans le panneau transformation, menu fenêtre, transformation. Dans le menu de la palette transformation, il y a aussi ici, transformer le motif. Parce que si on a transformé l'objet qui est coché, ça peut venir de là le problème. Bon. Finalement, ça marche chez tout le monde. Donc, dimensionnement du motif, ça c'est quand même pratique. Il y a une autre méthode qui utilise la touche tilde sur le clavier. Elle ne marche pas super bien, c'est pour ça que je vous ai montré la méthode de l'outil mise à échelle. La touche tilde, elle ressemble à ça, en fait. Oui, c'est ça, le tilde, c'est ça. Donc, vous allez parfois voir qu'on vous conseille d'utiliser la touche tilde sur le clavier pour changer les dimensions de motifs. Tant mieux pour vous si ça marche, mais c'est un peu foireux, je trouve.
Donc, la méthode ici, elle est bonne. Alors, OK. Ouais. Donc, si vous voulez appliquer ça sur les autres formes qui utilisent le motif, ce serait peut-être bien de passer par un style graphique. Parce que là, on l'a fait sur une forme. Donc, palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. En ayant l'objet sélectionné avec la flèche blanche plus, vous voyez, dans la palette des outils, on voit bien que c'est le fond de motif. Je vais cliquer sur le signe plus dans le bas de la palette style graphique. Et alors, si je sélectionne maintenant les autres formes, celle-là avec la flèche blanche plus, voilà, je peux appliquer rapidement la même dimension de motif. Voilà. Je vais le refaire pour la roue ici. Je sélectionne avec la flèche blanche plus la roue qui contient le motif. Je double-clique sur l'icône de mise à échelle. Donc, transformation de motif est coché, pas transformation d'objet. Je modifie ici, ben ça l'a déjà fait, en fait 25% ou 50%, touche tabulation. Donc, pas besoin de cliquer sur la touche OK pour voir ce que ça donne. Hein. Touche tabulation, quand vous avez tapé quelque chose dans un cartouche, ça valide et vous voyez avec la case aperçue. Donc, une fois que vous avez la bonne dimension, pas des styles graphiques, ça peut être une bonne solution. On stocke et on sélectionne les autres objets avec la flèche blanche plus, clic pour celui-là, majuscule clic pour celui-là. J'applique le style graphique en cliquant sur lui et voilà. Et c'est bon. Bon, ben, n'hésitez pas à enregistrer le document et on va... Ouais, OK. Les dernières versions du document, la peinture dynamique n'est pas modifiable. C'est juste le 5 qui a la peinture modifiable. OK. Juste le 5. Je vous montre un truc vite fait pour modifier rapidement plusieurs noms de fichiers d'un coup. Il ne faut pas... voilà, il y a quelque chose qui est livré dans Windows ou dans macOS, mais moi, j'utilise un truc en plus un peu plus puissant qui s'appelle A Better Finder Readem. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui doivent renommer parfois énormément de fichiers sur le disque dur. Ils le font un par un, alors qu'il existe des systèmes qui permettent de le faire. Et justement, comme je devais faire une modification de plusieurs fichiers, voilà. Donc, j'enlève d'un coup les 4 ici, noms qui étaient dans mes fichiers en trop, et ça va transformer comme ça. Effectuer les renommages, renommer tout. OK, voilà, c'est fait. Vous avez aussi d'origine quelque chose dans Windows ou dans le Finder. Ça s'appelle Action rapide. Non, c'est pas ça. Où est-ce que c'est en fait? Il y a un renommage possible. Hein. Renommer, voilà, c'est ça, renommer. C'est un peu comme ce que je viens de vous montrer, mais en moins puissant. Mais c'est mieux que de le faire un par un. Hein. Si vous avez plein de fichiers à renommer, ce sera mieux. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Voilà, voilà. OK, c'est ici qu'on va utiliser une des palettes les plus puissantes de Illustrator. Vraiment, il faut absolument connaître ça. C'est la palette Aspect. Donc, vous allez chercher la palette Aspect, menu fenêtre Aspect.
C'est révolutionnaire ce qu'on peut faire avec ça. Avec la flèche blanche plus, vous sélectionnez une forme. Par exemple, là, j'ai sélectionné mon dégradé. Oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas de couleur de contour sur cette forme, mais il y a une couleur de fond, le dégradé. Et il est tout à fait possible de multiplier les fonds dans la palette aspect pour cette forme qui est là sélectionnée. Et pour ça, vous allez par exemple en ajouter un nouveau. Allez-y, menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Voilà, il a ajouté le même fond, un dégradé. Donc on ne voit pas de différence. Et alors là, je vais par le nuancier en ayant le fond du dessus sélectionné. Donc j'ai bien cet objet-là sélectionné. Et plus précisément, je travaille sur le fond qui est le plus au-dessus. Eh bien, je peux aller ajouter un motif. Voilà. Donc, j'ai le motif que j'ai ajouté, celui-là ou n'importe lequel que j'avais utilisé précédemment, peu importe, ou un autre motif que je vais chercher dans les palettes de Illustrator. Alors, certains motifs ont des trous. C'est pour ça qu'on voit le dégradé à travers les trous. Et d'autres motifs, ils remplissent complètement. Donc là, il y a des trous dans certains motifs et d'autres motifs, ça remplit complètement. Donc vraiment, voilà. Un motif peut avoir de la transparence. OK. Et je pourrais utiliser, bien sûr, plein de motifs qui sont sur le web ou des motifs que je fais moi-même. Est-ce que ça marche? Pas de problème, vous êtes arrivé à mettre un motif sur le fond du dessus? Bon. Et un petit... Donc, pour répondre à ta question, par exemple, je peux sélectionner la couleur unie verte ici, que j'avais mise dans la peinture dynamique. Je peux aller lui mettre un dégradé. Voilà, un dégradé, outil dégradé, je le trace dans le sens que je veux. Voilà. Bien sûr, palette dégradée, menu fenêtre, dégradé de couleur. Je peux dire que ce n'est pas un dégradé linéaire, mais ça va être un radial. Voilà. Donc là, il est radial. Je peux l'inverser, etc. Donc, c'est un dégradé que je mets après avoir fait, voilà, après avoir fait donc la décomposition de la peinture dynamique. Et sur cette forme, je peux aller ajouter un nouveau fond et lui mettre un motif qui recouvre, par exemple, voilà, un motif qui recouvre. Et je peux aussi, bien sûr, déterminer la dimension du motif. OK. Donc, là, ça devient un peu n'importe quoi, mais donc la dimension du motif en double-cliquant sur l'outil de mise à échelle. Voilà. Et on peut indiquer ce qu'on veut comme dimension de motif. Transformation de motif. Voilà. Mais là, vous pourriez vous dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir sur les formes un dégradé si c'est pour que le motif recouvre complètement? Ah, il y a parfois des trous, en effet. On voit parfois le dégradé, mais et ici, j'ai fait exprès de choisir des motifs sans trous. Parce que, regardez, je sélectionne la forme. Je dis que je travaille spécifiquement sur le motif et je peux aller modifier son opacité et ça va se mélanger avec le dégradé d'en dessous. Mais je peux aussi laisser l'opacité à 100% et jouer sur une autre forme d'opacité, c'est les modes de fusion, ici. Voilà, une manière de mélanger le motif avec le dégradé d'en dessous.
Avec la roulette de la souris, une fois que vous avez changé ici, vous pouvez, une fois que vous êtes pas en normal, vous êtes passé à autre chose, vous pouvez rouler la souris au-dessus, là. Ça va passer en vue parce que c'est un peu, comment dire, du hasard, hein. Il y a beaucoup de hasard. Voilà. Donc là, par exemple, en mode luminosité, le motif modifie la luminosité de ce que se trouve en dessous de lui, le dégradé, et les couleurs du motif sont complètement oubliées, en fait, hein. Il est orangé, le motif. Et pourtant, là, il ne sert qu'à modifier la luminosité. Voilà, ça, c'est un mode de fusion. Et ça, c'est hyper puissant. Alors, il faut faire attention avec la palette aspect. Il y a un piège. C'est que si vous n'avez aucune forme sélectionnée, là, j'ai cliqué à côté de tout, la palette aspect vous montre quand même les caractéristiques de la dernière forme que vous avez travaillée. Et si vous faites des modifications, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de forme sélectionnée. Donc là, je vais sélectionner la forme avec la flèche blanche plus. Je vais indiquer que je travaille sur le motif du dessus. Son opacité, je vais aller modifier le mode de fusion ici. Et je regarde ce que ça donne quand je fais rouler la souris. Voilà. Bien, je vais le mettre en mode éclaircir ici, mais c'est juste un choix. Et bien sûr, quand je double-clique sur l'outil de mise à échelle, j'ai la possibilité d'aller modifier la dimension du motif. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer qu'on peut aussi modifier, et je vais le faire avec l'autre motif parce que celui-ci part dans tous les sens, on ne va pas bien voir, avec celui-ci. Donc, plus précisément, celui-là, voilà. Donc, je sélectionne la forme et dans la palette aspect, je précise que je travaille sur ce fond-là. Je ne vous ai pas montré qu'on peut tourner aussi le motif, évidemment. Là, avec l'autre outil juste à côté, rotation. Quand on double-clique, transformation de motif, pas transformation d'objet, aperçu coché, on tourne, et voilà, je tourne le motif dans la forme. Je vais le faire pour ceci. C'est bon, d'accord, tu fais les Bon, ça peut être entre deux motifs, ça peut être avec des fonds unis, entre deux dégradés, entre deux fonds, voilà, il y a plein de possibilités. Tiens, ici, sur cette forme-là, à la place de ce motif-là, je vais aller en mettre un qui est intéressant. Il y en a qui sont intéressants dans ceux qui sont livrés dans Illustrator, c'est les motifs de trame. Donc, motif graphique de base, ligne, voilà. Alors, où sont-elles? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Ah ben voilà, ça c'est une première. J'ai bien un dégradé en dessous. Ah ben. Et j'ai des lignes. Ah oui, mais je suis en mode éclaircir, c'est pour ça. En mode éclaircir, les lignes noires ne se voient pas parce qu'elles n'arriveront jamais à éclaircir ce qui se trouve en dessous. Donc c'est le mode de fusion qui fait que je ne vois pas les lignes. Voilà. D'accord? Donc pour le motif là, le fond là, je veux dire, je choisis le motif. Très intéressant. Et alors, vous en avez en trame ou des petits points, voilà. Donc pour faire un peu pop art, tout ça est très intéressant. Modifier bien sûr la dimension aussi. Donc c'est assez puissant, quoi. Donc ce sont des motifs de trame, ce sont des traits entourés de transparence. Ils font partie des textures qui sont proposées parmi les motifs là.
OK. Dernière chose, ici, je sélectionne cette forme. Donc, j'ai un fond. Je vais pouvoir, bien sûr, aller mettre un nouveau fond. Il n'est pas interdit d'aller mettre un autre motif ou un dégradé sur ce fond du dessus. Je vais essayer de trouver un dégradé intéressant. Voilà. Peut-être le transformer en radial par menu fenêtre, dégradé de couleur. Elle était là en bas. Je peux dire que le dégradé est radial. Voilà. OK. Et alors, le dégradé, je peux le mélanger avec le motif d'en dessous. Ben oui. Voilà. Je teste. Amusant. Ça fait un peu Barbie. Fafa. Et alors, cet objet peut être stocké, enfin, le style d'objet peut être stocké dans la palette style graphique, menu fenêtre style graphique, avec ces deux fonds, sans problème, pour pouvoir l'appliquer sur d'autres objets, notamment cette roue-là et celle-là. Voilà. Donc, au niveau de l'utilisation des motifs, vous avez des fonds multiples. Vous avez un petit aperçu des possibilités. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une forme, on n'a pas dû dupliquer les formes, les superposer, c'est une seule forme, c'est resté une seule forme. Si je prends, voilà, si je veux modifier la forme, il n'y a pas de problème, ça marche. Il y a une seule forme. OK? Si vous avez réussi dans les bases à télécharger le dossier jour 1, vous avez un dossier A4, il s'appelle A4, jour 1 A4, la symétrie nouvelle méthode. Alors, je vais aller voir si c'est bien ce fichier-là. Oui, c'est l'image d'un chien. Ça a été dessiné en symétrie. L'image d'origine, elle est là, en fait. Voilà. Par-dessus l'image, j'ai dessiné des traits, des bêtes traits, et je leur ai appliqué ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour donner du style aux traits, c'est les profils de traits. Donc, ce ne sont pas des brushes artistiques, ce sont des bêtes profils de traits. Donc, pour obtenir ce genre de dessin avec des pleins et des déliés, la méthode que je viens de montrer avant, donc les profils de traits, c'est une bonne solution. C'est ce genre de choses que vous obtenez. Voilà, donc si je regarde petit à petit, fichier 1, c'est juste l'image du chien qui a été importée dans Illustrator. Fichier 2, j'ai juste fait des traits basiques. OK, des traits basiques, mais c'est ce qu'on appelle une répétition miroir. Donc, on fait les traits d'un côté. On fait les traits d'un côté et ça se répète automatiquement de l'autre, en fait, hein. Voilà. OK, répétition miroir. Vous avez connecté la tablette Wacom, elle ne fonctionnait pas, donc on est allé chercher Wacom Driver dans un navigateur web. On est arrivé directement sur le site Wacom Driver. Vous êtes sur des Mac, vous avez téléchargé le driver, vous l'avez installé, vous avez dû taper le mot de passe administrateur de l'ordinateur et
il y a une opération en plus dans les réglages de sécurité, accessibilité, il fallait cocher ceci, mais ça, le driver vous le disait, vous l'expliquait, il fallait lire ce qui était indiqué et il vous indiquait que c'était là qu'il fallait aller. Du coup, dans Illustrator, quand j'ouvre par exemple mon template de base, voilà, je vais pouvoir au pinceau dessiner à la souris si je veux, mais dessiner aussi à la tablette. Alors, je vais aller dans la palette des formes, menu fenêtre, forme, et tester la broche artistique qui est là livrée. Voilà. Donc, à la souris, ça donne ça. Et à la tablette, ça donne ça. OK. Donc, aucune différence, si ce n'est que vous dessinez avec la tablette à la place de la souris. Donc, souris ici, tablette là. OK. Mais vous allez pouvoir faire ceci, c'est-à-dire contrôler, par exemple, l'épaisseur de la broche grâce à la pression de la tablette à la pression du stylet sur la tablette, en fait. Donc, si vous double-cliquez sur la broche dans la palette des formes, la broche artistique, vous avez ici la largeur qui actuellement est fixe, mais vous avez la possibilité donc de dire que la pression du stylet sur la tablette va modifier l'épaisseur. Il y a aussi l'inclinaison qui pourrait modifier l'épaisseur, la direction aussi du trait. Voilà, donc on va faire pression, c'est ce qu'il y a de plus logique. Donc tout ceci n'est pas accessible si vous n'avez aucun Wacom driver installé sur l'ordinateur. Tout ça sera grisé en fait. Mais moi j'en avais un. Tout à l'heure c'était pas grisé, mais j'avais pas le dernier driver en fait pour cette tablette-ci, donc j'ai quand même dû installer. Alors pression, voilà, et vous indiquez quelle est la pression maximale et minimale possible. La largeur, non pas la pression, la largeur minimale et maximale possible. Vous cliquez sur OK. On va laisser les contours dans ce cas-ci. Les contours précédents, on va les laisser tels que je les ai faits. Et là, je teste avec la tablette. Voilà, j'appuie peu. C'est un trait fin. J'appuie fort. C'est un trait épais. J'appuie peu. J'appuie fort. Donc voilà, faire varier l'épaisseur du trait. Le double-clic sur la forme. Pression. Mettre un minimum et un maximum. C'est vous qui choisissez. Et voilà. OK, je vais aller chercher d'autres brushes. Donc celle-ci n'est pas réglée pour la pression. Donc je vais double-cliquer dessus et régler. Ouais. J'ai peut-être mis un peu trop fort. Est-ce que vous avez pu tester, ça fonctionne? Oui. Ouais, ça fonctionne maintenant chez moi. Il faut bien mettre les bons paramètres, hein. Voilà. Il y a plein d'endroits dans Illustrator où la pression du stylet sur la tablette peut être prise en compte pour d'autres types de brushes, notamment les brushes diffuses. Voilà. Voyons ça. Oui. Donc, si vous allez en bas à gauche de la palette de forme sur décoratif et décoratif diffusion, par exemple,
Vous avez le panneau qui arrive. Moi, j'ai dû demander d'avoir des icônes parce qu'il était sous forme de liste. Donc, je suis allé en affichage par vignette. Voilà. Je sélectionne une broche diffuse. Je la teste à la souris, là. Voilà. En voilà d'autres. Et donc, elles apparaissent dans la palette forme du document à cet endroit-ci. Et en double-cliquant sur elle, alors voilà, par exemple, c'est celle-là, voilà, vous allez pouvoir faire varier des choses avec, par exemple, la taille, voilà, par la pression. Peut-être que le pas, donc l'écartement entre les répétitions, là, on peut aussi le faire varier avec la pression. OK. OK. Laissez les contours. Et alors, à la tablette. Ouais, c'est ça. Là, j'appuie peu. Là, j'appuie fort. Voilà. Donc, on peut faire varier des choses avec la pression. Alors, concernant la modification des brushes diffuses, je vous conseille de ne pas toucher à diffusion. Vous n'allez pas trop comprendre ce que ça fait si vous touchez à ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, oui. Et par exemple, ici, celle-là, commande Y, on voit qu'il y a une diffusion, un éloignement par rapport au trait. Donc, celle-là, oui, en effet, si je voulais que, quand je l'utilise, ça se rapproche, c'est là que ça se passe. C'est les curseurs diffusion. Dans ce cas-là, c'était bien réglé fort. Voilà. Voilà, maintenant, elles sont plus proches. Ben, c'est le principe de la broche diffuse, c'est qu'il y a de la diffusion, justement. Par rapport au trait, les formes peuvent aller de manière parfois aléatoire, ça se règle à gauche ou à droite du trait. Par exemple, celle-ci, il n'y a pas de diffusion, pas beaucoup en tout cas. Je vais double-cliquer sur elle pour voir où en est la diffusion. Ben oui, on est à 20% et moins 40, donc très peu de diffusion. Alors qu'il y a d'autres brushes que j'ai utilisées là. Voilà. Mais celle-là, par exemple, si je double-clique, ben, il y a une plus forte diffusion, 200% d'un côté, moins 200. Ça veut dire que voilà, les formes peuvent aller de chaque côté du trait plus fort que dans l'autre, que dans le losange. OK. Si je double-clique sur le losange et que je lui dis à la place de 20%, je lui dis 200 et moins 200. Ben maintenant, ça diffuse. Ben voilà. Vous avez le principe des brushes, les brushes diffuses. C'est un objet qui est jeté le long du trait de manière plus ou moins voilà, contrôlée. Et donc, pour faire les poils du chien, par exemple, ce serait pas mal ça, parce que ça va permettre de mettre dans plein de sens les poils de manière aléatoire. Voilà, alors point de vue marque de tablette, il y a plein de marques. Wacom est historiquement la plus ancienne. Dans les années 80, ça existait déjà.
je pense, fin 80, ça a dû apparaître. Moi, en tout cas, début 90, j'utilisais déjà des Wacom. Il y a d'autres marques. J'ai parfois donné comme alternative les autres marques, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme marque de tablette graphique Cintiq. Cintiq, c'est Wacom. Hein. C'est les Wacom avec l'écran intégré. One in extend, c'est XP Pen, voilà, c'est ça. XP Pen, je l'ai parfois cité parce qu'un spécialiste du domaine du dessin animé m'avait dit oui, j'ai une XP Pen, ça marche aussi bien qu'une Wacom. C'est moins cher, la finition est moins bonne, mais on s'en fout. Eh bien, c'est pas terrible du tout. Donc, je ne conseille plus XP Pen maintenant. Maintenant, je dis voilà. Pour moi, il n'y a que Wacom qui marche vraiment. Si vous avez d'autres marques qui marchent très bien, vous me le dites. XP Pen, tu as une XP Pen? Ça marche bien? Ça dépend peut-être du modèle. Il faut peut-être quand même mettre le prix. moi, je sais pas avec les premiers cours. Voilà. Alors, mais Wacom Intuos. Pion, oui. Voilà, je suis tombé sur un article qui liste différentes marques avec les différents avantages. XP Pen, voilà, on l'a ici. Pourquoi pas? Il faudrait pouvoir faire un test et confirmer l'achat après avoir vraiment testé. Ok, apparemment, ils ne listent pas d'autres marques que ces trois-là. Wacom, Ion et XP Pen. Vous en connaissez d'autres? Non. Sinon, on peut aussi utiliser un iPad. Si on a un Mac, on peut utiliser un iPad en tant que tablette pour dessiner. On connecte, et on a même l'écran de l'ordinateur qui est sur la tablette à ce moment-là. Voilà. Ouais. Oui, on n'est pas obligé d'avoir l'ordinateur. On peut dessiner directement sur l'iPad avec les applications Procreate, etc. Mais si on veut faire du vrai Illustrator ou du vrai Photoshop, il faut connecter un ordinateur. Parce qu'il y a des versions Photoshop et Illustrator pour tablette, mais elles sont pas bien. Hein. Non, c'est pas terrible du tout. Oui, vous avez aussi Microsoft Surface qui permet de dessiner. Donc, tout PC qui se présente sous forme de tablette avec un écran intégré, oui. Hein. Typiquement Microsoft Surface. Oui. Voilà, ici, j'ai tapé utiliser un iPad en tant que tablette graphique. Donc, intéressant pour ceux qui ont un Mac et un iPad, vous avez déjà une tablette pour pouvoir dessiner. Voilà. Ah, il y a plein d'explications. Comment utiliser un iPad Pro comme une tablette. Voilà. Transformer votre iPad en tablette graphique, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas? Tu as essayé, toi, avec un iPad? Ben non, parce que je fais tout directement sur mon iPad et j'ai pas. Ah oui, tu n'utilises pas. Ah, tu n'as pas de Mac, tu as un iPad, mais pas de Mac. Ouais. Voilà. Alors, iPad Pro. Apparemment, il faut quand même un iPad Pro. Pas certain que ça marche avec un iPad normal, je ne pense pas. Je crois me souvenir que ça ne marchera qu'avec un iPad Pro. Mais bon. Bon, là, je suis allé faire un petit tour sur eBay. Je suis sur eBay Allemagne parce que Wacom a son siège en Allemagne. Donc, on trouve pas mal de tablettes là, mais ça peut marcher avec un autre eBay, avec une autre plateforme de deuxième main, donc deuxième-main.be, comment est-ce qu'il est, Back Market ou je ne sais quoi. Enfin, je veux juste vous montrer qu'il y en a plein à vendre. Et au niveau des prix, c'est souvent sous les 100 €. Et c'est parfois du neuf ou dans ce cas-ci, du refurbished, du reconditionné. Voyons un peu, on va faire un classement par les prix les plus bas avec envoi. Donc, il faut faire attention. Les vieilles tablettes, les anciennes tablettes, elles vont peut-être pas fonctionner sur les nouveaux ordinateurs parce qu'il n'y aura pas les drivers.
Donc, il ne faut quand même pas prendre des vieilles tablettes qu'on trouve là à 10 €. C'est un problème, hein. Mais on peut très bien prendre une tablette récente Wacom et la trouver parfois à 50 € ou des prix comme ça, voilà. Donc méfiez-vous surtout, est-ce que la tablette n'est pas trop ancienne? Est-ce qu'elle va fonctionner sur l'ordinateur récent? Et il faut se méfier, hein. C'est pas parce que ça s'appelle Intuos, des Intuos, ils en font, le modèle Intuos, ils en font depuis très longtemps, hein. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser 400, 500, 600 € pour une super tablette, qui va avoir un stylet sensible à l'inclinaison, une tablette basique pour faire de la retouche photo ou du graphisme. Pour commencer, ça peut tout à fait bien sauver, votre portefeuille. Mmh. Au niveau des prix, ça peut aller, très, très haut si on va vers des tablettes grandes avec écran intégré. Voilà. Là, j'ai fait l'ordre inverse, je suis parti des prix les plus hauts. Vous pouvez très bien dépenser quasiment 5 000 € dans une tablette. Et il ne faut même pas des frais de banque. Voilà. C'est du 27 pouces, hein. C'est quand même du très grande tablette avec écran intégré et les écrans, ils les ont améliorés par rapport à avant. Ils étaient pourris avant, maintenant les couleurs sont bonnes. Il y a 10-15 ans, les écrans des tablettes Cintiq, puisque c'est le modèle, chez Wacom, les Cintiq, quand il y a l'écran intégré, c'était vraiment très mauvais, quoi. Et ça n'affichait pas beaucoup de couleurs, quoi. C'était du sRGB, c'était des écrans basiques de secrétariat mis dans des tablettes, mais maintenant, c'est bien meilleur. Est-ce qu'il faut l'écran intégré? C'est évidemment pratique, mais voilà, si vous savez utiliser correctement la tablette, il y a pas de problème. Il n'y a pas d'écran intégré dans votre tablette, ça marchera quand même. Il suffit de bien la placer devant, l'écran, de ne pas la mettre sur le côté comme un tapis de souris. Placez-la bien devant l'écran déjà, dans l'axe de l'écran et puis c'est une question d'habitude, quoi. Ça va être une question d'habitude pour manipuler, la tablette, donc l'écran intégré n'est pas vraiment, nécessaire. Avez-vous des questions? N'hésitez pas. Voilà, vous pouvez regarder XP Pen ou quoi, je vous interdis pas évidemment, faites ce que vous voulez, mais Oui. moi, j'ai des retours comme quoi ce n'est pas toujours très bien, mais, à mon avis, quand on met quand même, le prix dans XP Pen, on a de la qualité, hein. OK. Si.